Mesdames, Messieurs, bon début de semaine et merci de suivre ce journal sur nos antennes. Encore un rapport de l'ONG Human Rights Watch tendant à discréditer la RDC sous un mensonger recrutement d'éléments ex-M23 pour réprimer des manifestations publiques en décembre 2016. Une publication qui intervient à un moment fort délicat pour la paix et la stabilité en RDC où se profilent des velléités de déstabilisation. Et puis la cité de Lusangui, dans le territoire de Kabambare au Maniema, est désormais sous contrôle des FARDC. Après des violents combats entre l'armée régulière et les miliciens Maï Maï Malaika, tous les villages ont été récupérés, même si ces affrontements ont occasionné beaucoup de déplacés. Pour l'instant, des opérations militaires de moindre intensité se poursuivent vu la diminution de la résistance. En sport, 2-0, c'est le résultat du derby de ce dimanche 3 décembre entre l'ASV Club et FC Renaissance. Un match en faveur de Veux Club qui a compté pour la 4e journée de la Lina Foot Division 1 Zone Ouest. Ce vendredi 8 décembre, l'ASV Club sera reçu par Racing Club de Kinshasa et le dimanche 10 décembre, le FC Renaissance accueillera le DSMP. Dans un nouveau rapport tendant à discréditer la RDC sous un fallacieux recrutement d'éléments ex-M23 pour de répression des manifestants en décembre 2016, Human Rights Watch met en scène les communautés Tutsis et les expose à une grave stigmatisation qui risque de replonger le pays dans le chaos. Au demeurant, les Congolais de Kinshasa, Goma et Lubumbashi se demandent où avaient bien opéré ces ex-M23 sans qu'ils ne soient identifiés au regard de leur faciès bien connu et sans que les médias et les réseaux sociaux si bavards n'en aient fait écho. Après une période de silence où seule son experte en RDC, Ida Sayer, a évolué en solo depuis qu'elle avait eu des déconvenues avec l'immigration congolaise, Human Rights Watch vient de se rappeler à la mémoire des Congolais, mais de la manière la plus douloureuse qui puisse exister. En effet, à travers un rapport intitulé Mission spéciale, cette ONG internationale financée entre autres par les réseaux Soros tente de réveiller les vieux démons de la haine tribale en RDC et des conflits de faciès en attribuant aux forces de l'ordre et de sécurité congolaises des recrutements prétendument opérés dans les camps des réfugiés ex-M23 dans les pays voisins de l'Est soi-disant pour mener la répression contre les Congolais lors de manifestations de décembre 2016 à Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Comme les Congolais y sont bien habitués, cette publication intervient à un moment fort délicat pour la paix et la stabilité en RDC, en cette période de fin d'année 2017 où se profilent des velléités de déstabilisation du pays à travers des manifestations visant ouvertement au renversement du régime en place, malgré les lancements concrets du processus électoral depuis la publication du calendrier électoral. En scrutant le passé douloureux de la RDC, l'on craint bien fort que cette publication n'ouvre les plaies des antagonismes et de la haine interethnique autour des communautés particulières, disons-le carrément, les communautés hamites Tutsis de l'Est du pays. Des antagonismes que des lobbies politico-affairistes occidentaux avaient longtemps instrumentalisés pour entretenir un équilibre instable et des fins bien connues. Aujourd'hui, évoquer la présence d'éléments Tutsis qui composaient les forces armées du M23 pour leur attribuer ce genre de besogne, c'est faire insulte à toute une communauté à laquelle on attribue des bases activités au risque de l'exposer à une dangereuse stigmatisation dont les Congolais connaissent les conséquences dans leur chair et dans leur âme. De même, évoquer une telle éventualité sous prétexte d'une enquête que l'on couvre de chiffres sur la durée et le nombre d'entretiens ne viserait pas moins non plus à entamer la confiance des populations en leurs forces de l'ordre et de sécurité. Et en ricochet, l'on a devant soi un modèle de diabolisation visant à ternir l'image de la RDC et la remettre en position défensive sur l'échiquier diplomatique international depuis ses succès de Genève sur les enquêtes au Kasaï et surtout de New York avec l'obtention d'un siège au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Bref, la publication de Human Rights Watch, autant que le contexte de son occurrence, a toutes les allures d'une campagne savamment orchestrée pour créer les conditions de nouvelles confusions qui conduiraient le pays à la côté d'alertes insurrectionnelles. Mais la question à poser serait de savoir à qui profiterait une telle fin si ce n'est le fait qu'elle installerait une nouvelle instabilité de nature à hypothéquer les conditions sécuritaires qui figurent parmi les contraintes au bon aboutissement du processus électoral. De ceux qui se convainquent chaque jour de l'existence d'une force occulte qui ne tient pas à la tenue des élections RDC au profit des voies insurrectionnelles qui ne sont plus à démontrer ni dans les intentions ni dans les velléités matérielles qui ne sont plus à compter.
Enfin, cette publication de Women Rights Watch s'inscrit dans la stratégie destructrice de tous ces lanceurs d'alerte et autres organismes dont certains sont créés spécialement pour le besoin d'une cause. Obtenir le départ de Kabila au profit d'une nouvelle direction du pays acquis à la cause de ces forces obscures. 31 Congolais identifiés, dont 3 enfants parmi les esclaves en vente en Libye, a indiqué le ministre délégué de Congolais de l'étranger Emmanuel Ilunga. Comme promis par le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, les services congolais ont identifié 31 Congolais qui sont à présent sous la protection de la communauté internationale et les ministres délégués du Congolais de l'étranger. Pris dans des conditions difficiles, ces Congolais seront rapatriés le plus tôt, a souligné Emmanuel Ilunga, qui en a reçu l'instruction du chef de l'État congolais, et cela avant mi-décembre. Bien avant cette identification de Congolais rendus esclaves dans ce pays de Maghreb et pour exprimer le désaccord né de cette situation entre la RDC et la Libye, l'ambassadeur congolais en Libye avait été rappelé au pays. La cité de Lusangui, chef-lieu du secteur de Bangu-Bangu, dans les territoires des Bambaré, dans les Maniema, est sous le contrôle de FARDC depuis le week-end dernier. L'armée a récupéré cette localité après des violents combats contre les miliciens Maï-Maï. La cité de Lusangui s'ajoute ainsi à la liste d'autres entités déjà récupérées par les FARDC. Il s'agit notamment de villages situés sous la rive gauche de la rivière Luama et ceux de localités le long de l'axe routier Bayulu-Lulimba jusqu'à Kilemwe, renseigne le ministre provincial de l'Intérieur. Selon l'administrateur du territoire des Kabambaré, tous ces villages ont été récupérés après les violents combats entre l'armée régulière et les miliciens Maï-Maï Malaïka 11, des Libérations et leurs alliés. Plusieurs sources parlent de nombreux morts, notamment à Tengue-Tengue. Ce combat a provoqué les déplacements massifs de la population. Il y aurait plus de 15 000 déplacés à Bikenge, une cité minière située dans les territoires des Mpangi voisins. De sources concordantes affirment que les opérations militaires continuent sur terrain, mais avec moins d'intensité, puisqu'on noterait une diminution de la résistance du côté des Maï-Maï Malaïka et alliés. Le comité laïque de coordination CLC est monté au créneau le week-end dernier pour exiger d'ici 15 décembre la mise en application effective de toutes les mesures de décrispation telles que de bobiner dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Il s'agit entre autres de la libération sans condition de tous les prisonniers politiques, la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays, ainsi que la déclaration publique du chef de l'État rassurant au peuple congolais qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, a indiqué le comité laïque de coordination. Pour ce qui est de la libération des prisonniers politiques, il s'agit des cas dits emblématiques lors des négociations du centre interdiocésain. Allusion faite au cas Diomino Ngala, Franck Diongo et Jean-Claude Mouyambo. Par ailleurs, le comité laïque de coordination relève que près d'un an après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, rien n'a bougé sur le front de la décrispation politique. Du reste, le CLC considère le calendrier électoral publié par la CENI comme outil de travail en vue des libérations d'un chronogramme consensuel. Il était 3 heures du matin lorsque un train de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, a déraillé le samedi 2 décembre 2017 au niveau de Bakwakenge, à plus de 200 km de Kananga, au Kasaï central. Selon Joachim Likaka, administrateur du territoire des Demba, les causes de ces déraillements ne sont encore connues. Il fait état de 3 morts, dont 2 femmes et un enfant écrasés par le train. Cependant, les personnes décédées sont celles qui avaient tenté de sauter du train avant d'être écrasées par le wagon, d'après le rapport de service de l'administration du territoire. Le Venezuela aura bientôt sa nouvelle monnaie virtuelle appelée les Petro. Une annonce faite le dimanche 3 décembre 2017 par le président vénézuélien Nicolás Maduro au cours d'une émission diffusée à la radio et à la télévision publique. Pour Nicolás Maduro, cette monnaie virtuelle permettrait au Venezuela de progresser en matière de souveraineté monétaire du point de vue de transactions financières malgré le blocus financier des États-Unis. Les Petro sera ainsi basé sur les réserves de pétrole du pays, le gaz, le stock d'or et des diamants, a indiqué Nicolás Maduro. Il estime cependant que ce nouveau système crypto-monnaie aidera le Venezuela à avancer vers les nouvelles formes de financement international pour le développement économique et social du pays. Ici, de rappeler que le Venezuela détient de réserves de pétrole le plus importantes de la planète, d'où contrôler les transactions pétrolières serait bénéfique pour l'État vénézuélien.
L'association sportive Vita Club s'est imposée des buts à 0 face au Football Club Renaissance du Congo pour le compte de la 4e journée de la Ligue nationale de football Division 1 Zone Ouest. Un match qui s'est joué les dimanches 3 décembre 2017 au stade Martyr de la Pentecôte de Kinshasa. Une rencontre dominée en grande partie par l'AS Vita Club qui ouvre son compteur but à la 44e minute par Ousmar Sidibé avant que Ngoma fasse le break au temps additionnel. La team vert et noir se relance grâce à cette victoire avec un total de 9 points en 4 sorties. Par ailleurs, du côté du FC Renaissance, après la défaite de ce dimanche 3 décembre, l'entraîneur ivoirien François Gueye-Mongueï menace de quitter son poste si les choses ne s'arrangent pas au sein du club. François Gueye-Mongueï dit travailler bénévolement jusqu'à ce jour. Il s'y est de noter que lors de la 5e journée qui se jouera le 8 décembre prochain, l'AS Vita Club sera reçu par le Racing Club de Kinshasa et 2 jours plus tard, soit le 10 décembre, l'FC Renaissance accueillera les Daring Club Motema Pembe. Mesdames et messieurs, voici le rappel de principaux titres. Encore un rapport de l'ONG Human Rights Watch tendant à discréditer la RDC sous un mensonger recrutement d'éléments ex-M23 pour réprimer des manifestations publiques en décembre 2016. Une publication qui intervient à un moment fort délicat pour la paix et la stabilité en RDC où se profilent des velléités de déstabilisation. Et puis la cité de Lusangui, dans le territoire de Kabambare au Maniema, est désormais sous contrôle des FARDC. Après des violents combats entre l'armée régulière et les miliciens Maï Maï Malaïka, tous les villages ont été récupérés, même si ces affrontements ont occasionné beaucoup de déplacés. Pour l'instant, les opérations militaires de moindre intensité se poursuivent vu la diminution de la résistance. En sport, 2 buts à 0, c'est le résultat du derby de ce dimanche 3 décembre entre l'ASV Club et FC Renaissance. Un match en faveur de Veux Club qui a compté pour la 4e journée de la Ligue Foot Division 1 Zone Ouest. Ce vendredi 8 décembre, l'ASV Club sera reçu par Racing Club de Kinshasa et le dimanche 10 décembre, l'FC Renaissance accueillera le DSMP. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse des journaux Paris en ligne ce lundi 4 décembre 2017 sur BSC TV. Application effective des mesures de décrispation contenues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, le comité laïque de coordination fixe un ultimatum au 15 décembre 2017, c'est les titres à la une de Forum 2As. Assurant les services après-vente du récent message des pères évêques, les comités laïques de coordination CLC en sigle entend voir 2 exigences être évacuées d'ici au 15 décembre 2017. Il s'agit d'une part de la déclaration publique du chef de l'État qui ne sera pas candidat à sa propre succession et de l'autre de l'application effective de toutes les mesures de décrispation telles que coulées dans l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment la libération sans condition de tous les prisonniers politiques et la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays. Pas besoin d'être devin pour comprendre qu'il est question de cas qualifiés d'emblématiques lors des négociations du centre interdiocésain. Pour les prisonniers, il s'agit en particulier de Diomino Ngala, Franck Diongo et Jean-Claude Mouyambo. Côté personnalité en exil, l'allusion s'est faite principalement à l'opposant Moïse Katumbi. Au CLC, on fait remarquer qu'il est impossible de préparer les élections dans un climat de privation des libertés fondamentales comme le droit à manifester sur la place publique. En plus, le laïc révèle que près d'un an après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, rien ou presque n'a bougé sur le front de la décrispation politique. Poursuivons cette revue de presse avec les sites internet du groupe BSC qui note en grand titre « Fachi convoque une nouvelle marche pour se rattraper ». Après avoir été tensé par les combattants pour son absence à la marche qu'il avait convoquée le 30 novembre, Fachi appelle à une nouvelle marche dite des mises en garde pour ce 19 décembre. Mais les combattants encore en colère pour la déconvenue de fin novembre dernier réchignent à le suivre dans cette nouvelle initiative qu'ils considèrent comme un challenge personnel pour servir ses propres ambitions. Après les
de son appel à une marche le 30 novembre dernier pour faire partir Kabila du pouvoir, les Rassemblements limités vient de convoquer à nouveau ses militants pour une nouvelle marche projetée le 19 décembre 2017, avec les mêmes objectifs mais cette fois-ci sous les thèmes d'une mise en garde pour rappeler au chef de l'État qu'il doit quitter le pouvoir le 31 décembre 2017. Les sources du Rassop limité qui ont livré l'information n'ont pas encore donné les détails sur la saisine de l'autorité pour ceux ni sur les itinéraires entre autres. Mais dès son annonce, cet appel à une nouvelle marche a suscité dans les rangs de jeunes du Rassop limité un sentiment où se mêlent colère et hilarité sur ce qu'ici on appelle la témérité de leur président Félix Antoine Tshilombo Wamulumba. Ce jeune n'ont en effet pas encore oublié le faux bond qu'elle a fait Fachi le 30 novembre dernier en ne se présentant pas à la marche pour laquelle il avait lancé un ultime appel le 29 décembre en demandant particulièrement aux jeunes d'occuper les rues sur l'ensemble du territoire national. Enfin, bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi.net qui titre à sa une « Sankourou, à peine réhabilité, le président de l'Assemblée provinciale est de nouveau visé par une motion ». Une dizaine de députés provinciaux du Sankourou ont introduit ce week-end une motion incidentielle visant les présidents de l'Assemblée provinciale Charles Pongo Dimanja. Les signataires de la motion réclament par cet acte le retrait de la confiance du speaker de l'Assemblée provinciale, lui reprochant notamment d'être à la base du climat malsain qui règne entre les institutions et l'exécutif provincial. L'initiative de ces députés intervient seulement 5 jours après que Pongo Dimanja a été réhabilité et réinstallé au perchoir de la Cour constitutionnelle. Les présidents de l'Assemblée provinciale du Sankourou avait été destitué de ce poste en octobre 2016 à la suite d'une motion de retrait de confiance initiée par la majorité des députés provinciaux. Ces derniers lui reprochaient à l'époque de freiner le décollage du Sankourou en violant les articles 24 et 204 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Aux députés qui ont initié la motion incidentielle contre sa personne, Charles Pongo les a appelés à transcender leurs sentiments pour l'intérêt de la province, estimant s'être déjà amendé vis-à-vis de ses pairs. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts, éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.